Donc je me présente, Nicolas Dequin, donc je suis titulaire d'un master en narration transmédia. Et donc je vais vous faire une introduction à cette forme spécifique d'écriture. Donc tout d'abord une petite intro. Donc l'écriture transmédiatique est apparue très récemment. Ah, il y a des travaux sur le toit. Donc elle est apparue très récemment avec l'avènement du tout numérique et d'Internet, avec notamment la fragmentation du message et donc l'utilisation de plusieurs supports. Donc il y a beaucoup de gros mots, de grosses théories un peu compliquées à comprendre pour au final pour expliquer quelque chose d'assez simple et qui se résume en quelques points. Donc je vous expliquerai d'abord qu'est-ce que le transmédia, donc avec deux définitions théoriques puis une explication donnée par moi avec des mots un peu plus simples. Puis ensuite on verra les points forts du transmédia, ensuite l'utilisation qu'on peut en faire et des exemples concrets de grandes campagnes marketing basées sur l'utilisation de plusieurs supports. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le transmédia? Donc première définition, donc c'est le professeur Henry Jenkins, c'est le premier à avoir donné les bornes théoriques du transmédia. Donc voici sa définition. Le transmédia est un processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Donc, avec des mots simples, le transmédia storytelling n'est que la théorie d'un message, d'une histoire qui se développe et se complète à travers plusieurs supports. Chaque support utilisé traite d'un moment spécifique de l'histoire ou du message en question. Tous ces différents supports pris ensemble s'additionnent pour créer le message cohérent et global. Donc, je vous invite à avoir une deuxième définition. Celle-ci a été donnée par le producteur Jeff Gomez, qui a permis au métier de producteur transmédia d'entrer dans les métiers officiels de production dans le milieu du cinéma. Donc voici sa définition. Le transmédia se distingue par le fait de ne pas répéter la même histoire sur les différentes plateformes médiatiques, mais d'explorer les différentes facettes de cette histoire, ou du monde en question, ou même d'une marque, à travers ces différentes plateformes. Ainsi, le consommateur, l'audience ou les participants peuvent commencer à assembler différents éléments et s'engager de plus en plus dans ces histoires. Est-ce que vous avez à peu près cerné du coup la narration transmédia? Oui? C'est pas trop flou dès le départ? Donc, on va voir maintenant les points forts du transmédia. Tout d'abord, les spécificités des supports. En effet, le transmédia utilise plusieurs supports. Chaque support a ses propres spécificités, ses propres utilisations. Elle a aussi ses limites. Et dans une stratégie transmédia, il faut les comprendre et les prendre en compte. En effet, on ne peut pas utiliser, par exemple, la vidéo et le support de l'immersion, le jeu vidéo et les applications sur le support de l'interaction, les réseaux sociaux de l'interaction sociale. Chaque support, il est important de prendre les points forts de chaque support pour au mieux les utiliser pour un message ou pour un ciblage. Donc première chose, savoir comment utiliser tel ou tel média, tel ou tel support. Ensuite vient l'interaction et l'immersion, qui sont les nouveaux maîtres mots. En effet, l'interaction et l'immersion sont de plus en plus fortes. En effet, cela permet au public d'aujourd'hui d'être, quel que soit le support, plongé dans un même univers, de ne pas être lâché par celui-ci ou toujours être connecté pour celui-ci. Ce qui donne une nouvelle identité et responsabilité pour le consommateur. En effet, en utilisant plusieurs supports, on permet au public d'être à la fois connecté grâce au smartphone, à Internet, aux réseaux sociaux, d'avoir toujours des données et de pouvoir toujours s'y référer, grâce aussi à Internet et les réseaux sociaux. Mais aussi grâce à des applications et des petits jeux vidéo qui sont de plus en plus utilisés pour faire passer un message, pour faire passer une idée. Donc un public en pleine mutation avec de nouvelles responsabilités. Ce qui a provoqué aussi l'arrivée du transmédia, c'est que le public, ils font maintenant partie intégrante du projet. Ils deviennent acteurs dans le choix de l'agencement du contenu. Il fait soi-même sa grille de programmation, c'est-à-dire que maintenant, le fait que le message est fragmenté en plusieurs supports, en toute une sphère de médias, c'est lui qui décide où est-ce qu'il va aller chercher l'information.
où est-ce qu'il va décider d'entrer dans l'univers. Je reviendrai là-dessus après. C'est une donnée très importante. Donc tout ça a changé grâce à Internet. Il peut être quel que soit l'espace-temps connecté, donc immergé, et capable d'agir, donc interagir. Le public d'aujourd'hui est à la fois passif et actif. Il décide aussi et surtout de ce qui sera sur le devant de la scène, par le bouche à oreille médiatique. Maintenant, on ne peut plus laisser le public de côté. On est obligé de faire attention à ce qu'il pense, à ce qu'il dit et à ce qu'il va transmettre à propos de ce qu'il a vu, entendu. C'est une donnée importante dans le transmédia. Réussir à orienter son propos. Ensuite, la délinéarisation. Donc, c'est la nouvelle donne dans la gestion de consommation. Donc, qu'est-ce que la délinéarisation? La délinéarisation du récit est le changement de support et d'espace-temps. Donc, en effet, avant, on avait un message qui était diffusé sur un média. On était concentré sur ce média. Une fois que ce message était diffusé, c'était fini. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Les réseaux sociaux, les pages internet, une application, un hashtag, un QR code, tout ça. Tout ça, c'est la délinéarisation du propos. Maintenant, le public peut aller chercher là où il veut. Et c'est important d'être disponible et vu à travers tous ces supports. Donc, le transmédia à l'ère du numérique et les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de garder le message cohérent et global, donc avec l'avantage de pouvoir le fragmenter en de multiples canaux de diffusion. Donc ça, c'est un des points forts du transmédia. Nous allons maintenant voir les utilisations de ce dernier. Donc, tout d'abord, le rabbit hole, ou les portes d'entrée dans l'univers. Qu'est-ce qu'est un rabbit hole? Donc, trou de lapin en français, donc c'est une spécificité narrative propre au transmédia. Peu importe le support utilisé, le public est transporté dans un univers plus grand. Chaque partie de la stratégie de communication devient alors une porte d'entrée pour l'univers. Le public est, quelle que soit sa consommation, ses pratiques, guidé vers l'objectif final de la stratégie en question. C'est-à-dire qu'il faut être capable de maîtriser sa communication pour que, imaginons, on voit une pub, une simple pub, un spot vidéo. Il faut être capable, avec ce spot vidéo, d'amener le public vers l'objectif final, de ne pas le lâcher. Et ainsi de suite pour tous les supports utilisés. Ça, c'est un des avantages du transmédia. C'est que chaque support utilisé, plus il y aura de supports, plus il y aura de points d'entrée. Plus il y aura de points d'entrée, plus il y aura de possibilités d'amener le public vers là où on veut l'amener. Donc le transmédia permet un dynamisme et une attractivité nouvelle. En effet, la plus grande place donnée à l'interaction et l'immersion permet de dynamiser la communication. Cela permet aussi de faire venir un public non concerné à la base grâce à une stratégie de communication plus active et intuitive. Comme vu précédemment, chaque support a sa propre spécificité. Le public qui l'utilise les a aussi. Le transmédia offre le moyen de viser et cibler des publics différents en fonction du support média choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut toucher un public avec un support qu'on n'avait pas utilisé avant. Par exemple, le jeu vidéo, les applications sur smartphone vont toucher un public plus jeune. Par exemple, les spots TV, les publicités, les vidéos vont toucher un public un peu moins jeune. Ou toucher un public qui n'était pas concerné à la base. Les réseaux sociaux nous permettent de transporter le message plus loin. C'est ça. Le transmédia permet un dynamisme et une attractivité nouvelle dans le sens où elle peut toucher là où elle ne touchait pas avant. Et c'est en maîtrisant chaque support, chaque spécificité, mais aussi en maîtrisant son message pour pouvoir le porter au mieux avec chaque média, qu'on peut aller chercher un public plus lointain. Donc comme je le disais juste avant, l'autre utilisation importante, c'est les réseaux sociaux. Et le transmédia laisse une part importante aux réseaux sociaux. En amenant un lien avec les réseaux sociaux, en laissant une part de discussion et d'expression, une proximité accrue avec le public en découle. Il se sent concerné par ce qu'on lui propose ou offre. Tout cela augmente le capital affectif, ça séduit davantage. Ce que j'entends par là, c'est que les réseaux sociaux permettent d'enlever la frontière entre public et professionnel. Elle permet aux professionnels de discuter avec le public et le public d'avoir un retour envers eux. Ce qui permet d'augmenter sa sympathie, ce qui permet qu'on a l'impression de discuter avec un ami, on a l'impression qu'il est disponible, qu'il est présent. Elle permet d'enlever une frontière.
En maîtrisant au mieux son message, on peut faire passer de nouvelles valeurs et créer une histoire à son message. Et c'est là qu'arrive le brand content, ou en français, contenu de marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le public du 21e siècle est dans une attente toujours plus grande d'innovation et d'action. Il est moins attentif par la multiplication des, comme dit avant, supports et des millions de vidéos auxquelles il a accès. Il attend maintenant des émotions. Il veut voir dans une communication les envies, les valeurs, les aspirations de celui qui lui parle. Le public est moins naïf et crédule. Le contenu dispersé et fragmenté doit maintenant être travaillé en fonction de ce nouveau éditoire. Le transmédia offre une alternative à ce genre de problème, à ce genre de problématique. Il apporte de la créativité, de la nouveauté et des émotions. En effet, le transmédia permet de mieux gérer le contenu de son message, le contenu de son enseigne, le contenu d'un objet. Il permet de créer toute une histoire, de créer une aspiration, de faire transpirer quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et ça aussi grâce aux différents supports utilisés. Donc je vais vous donner des exemples qui permettent d'étayer mon propos. Donc on va prendre le monstre Star Wars, qui permet de comprendre en quoi chaque support est important. Donc Star Wars, c'est à la base des films. Donc, cinéma. Après, ils se sont développés sur les jeux vidéo, puis en littérature, puis en série télé. C'est l'exemple même du transmédia. À la base des films. Pour raconter ce qui s'est passé entre les films, ils ont fait une série télé. Pour raconter ce qui s'est passé des milliers avant les films, ils ont fait des jeux vidéo. Et pour expliquer des petits détails sur un personnage qu'on croise dans un des supports, ils ont fait des livres. Chaque support traite d'un pan différent de l'univers. Le tout pris ensemble forme l'univers étendu Star Wars. C'est ça le transmédia. C'est de réussir à contrôler son histoire et de l'expandre au maximum. Donc Star Wars, c'est aussi des produits dérivés, donc énormément de produits dérivés. Et c'est aussi le transmédia a été repris par les fans. C'est une des plus grosses communautés de cosplayers. C'est parmi les plus gros rassemblements de fans. Ils ont réussi à contrôler la gestion du public, ce que dit le public autour de l'œuvre et ce que fait le public. Quand Star Wars ne fait pas parler de lui, c'est le public qui fait parler de lui. Star Wars n'est jamais mort. Quand Star Wars 7 est sorti au cinéma après 15 ans d'absence, 15 ans d'absence, tout le monde était là, au rendez-vous. C'était la première fois qu'une œuvre de l'entertainment touchait 4 générations. Et c'est devenu le 3e plus gros succès au box-office. Donc ensuite, Red Bull. Tout le monde connaît Red Bull, c'était une boisson autrichienne. Ils sont ensuite mis dans l'e-sport. Donc l'e-sport, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les compétitions de jeux vidéo, donc que ce soit des jeux de stratégie, de sport, de FPS. Donc ils se sont mis dedans. Donc ils ont fait parler d'eux déjà avec ce principe de compétition. Ensuite, ils ont quand même fait l'événement mondial Stratos, en faisant sauter pour la première fois un humain hors de notre atmosphère. Puis, ils ont aussi eu la bonne idée de créer, même pas d'acheter, de créer un club de foot avec le Salzbourg. Red Bull, c'est ça. C'est l'exemple même de ce que je vous expliquais juste avant avec le brand content. Ils ont réussi à créer, à partir d'une boisson énergisante, une histoire autour de la compétition, de la réussite et du dépassement de soi. C'était quand même qu'à la base qu'une société qui vendait des boissons énergisantes, mais en comprenant les médias, en comprenant la logique de multiplication de son message, ils se sont accaparés un public qui ne se serait pas forcément intéressé avant à cette boisson énergisante. Preuve en est, la chaîne YouTube donc de Red Bull est l'une des plus vues au monde. Elle a dépassé le milliard de vues très récemment. Tout ça en sponsorisant à la fois des sportifs, en faisant en sorte que les sportifs viennent et en maîtrisant un message assez patent. Il y a ensuite Coca. Donc tout le monde connaît Coca, une boisson aussi.
Donc en 2006, Coca ils n'avaient pas fait de campagne de pub internationale depuis un petit moment, c'est-à-dire avec tout un programme. En 2006, ils ont décidé de faire la Happiness Factory. Donc le but de Coca était, avec cette campagne publicitaire, de montrer la recette du bonheur. Et donc d'associer Coca au bonheur, soit de la famille, en solo, ou avec son amoureux, amoureuse. Et donc, de Happiness Factory, tiens, je l'ai fait dans l'autre sens, avec Happiness Factory, ils ont commencé par un court-métrage, et plutôt des spots TV, qui étaient diffusés à la télé. Et donc, on voyait donc ce qui se passait, enfin la vie qui se passait à l'intérieur des machines de distributeurs Coca. Donc, c'était tout beau, on voyait un monde fictif, imaginaire. Ensuite, ça a tellement bien marché qu'ils ont commencé à diffuser leurs spots TV tous ensemble. C'est-à-dire, les spots TV n'étaient pas liés ensemble, et ils ont fait ensuite des courts-métrages qu'ils ont diffusés dans des compétitions sportives, style Super Bowl. Ça a encore plus marché, et ils ont décidé par la suite de faire un court-métrage un peu plus long, avec une vraie narration, un vrai film, qui était diffusé sur leur site internet. Et donc c'était Happiness Factory, donc le long-métrage. Ça a marché, ça a pris, le public a suivi, ça a cartonné sur YouTube. Ils ont donc décidé ensuite de faire un jeu vidéo et une application pour prendre en main ce qui se passe à l'intérieur des machines Coca. Donc nous, on a été, donc en Europe, on n'a pas eu, mais aux États-Unis, ils ont fait une BD. Il y a une BD qui a été éditée, Happiness Factory. Donc elle a été publiée aux États-Unis et en Angleterre, pas en France. Et donc ensuite, ils ont été jusqu'à faire sur leur site internet, donc on le voit juste à gauche, juste à droite là, c'est la phase bonheur. Et donc dans ce petit onglet-là, Coca vous explique comment être heureux au quotidien en buvant Coca. Donc Coca a là aussi parfaitement bien géré son brand content en faisant un message autour du bonheur, en associant son contenu de marque, en associant sa boisson à quelque chose de heureux. Donc Coca, c'est aussi beaucoup de fans à travers la planète. Avant 2006, ils avaient une campagne de pub, enfin ils avaient des films qui avaient été réalisés, je ne sais pas si vous vous souvenez des ours polaires, qui se baladent et pareil, qui donnent le sourire et l'émerveillement. Bon, ça c'était réalisé par du coup Ridley Scott, vous connaissez tous Ridley Scott, le grand réalisateur Gladiator. Et donc voilà comment Coca maintenant est associé au bonheur. Donc je vous ai fait un petit schéma bilan pour comprendre la stratégie transmédia. Donc ça c'est le nom de l'entreprise. Chaque support traite d'une partie de l'entreprise pour le public. Mais le public le rend aussi. C'est-à-dire en communiquant, en produisant. Ah oui, je vais vous parler de l'un des points importants du transmédia, qui est le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. En comprenant l'importance nouvelle du public, plusieurs, que ce soit dans le monde de l'association, dans le monde du cinéma, dans le monde de la création, dans le monde d'Internet et de la télévision, il y a de plus en plus de demandes de financement de la part du public, avec des plateformes comme Ulule, Kickstarter, qui permettent l'émergence de projets, soit en lien avec le divertissement, soit en lien avec des œuvres sociales ou autres. Ça aussi, le transmédia l'a parfaitement compris et joue beaucoup dessus. Et donc le public, il est à la fois la cible, mais il est aussi à la fois l'acteur, le producteur, mais aussi le commercial des projets. Par le fait qu'il distribue, par le fait qu'il en parle, et par le fait qu'il peut tout simplement détruire quelque chose alors qu'il est encore dans l'œuvre. Donc, pour finir, il est important de préciser que cette forme de communication n'a pas de modèle précis. Ce qui peut faire peur et être une difficulté se révèle être un avantage. Vous pouvez créer votre propre modèle, celui qui s'associe le mieux à une ligne éditoriale. Le public est la pierre angulaire de cette forme de communication. Il est à la fois la cible, l'acteur et le commercial des projets transmédiatiques. Il ne faut jamais l'oublier et toujours avoir un lien avec lui. Connaître et maîtriser son message, ses outils, ses valeurs sont les clés pour la réussite et la maîtrise des possibilités actuelles. Le principal dans tout ça est de réussir à allier créativité, histoire et communication. Donc voilà, j'ai été un peu rapide.
enfin mon adresse mail. Mais du coup, je suis ouvert à toute forme de questions, d'appui, de précision, de choses comme ça autour du transmédia. Voilà. Qui a des questions? Ouais. Comment tu envisagerais de construire mais quand tu es une société avec un produit qui marche depuis un certain temps, qui n'a pas d'existence propre en tant que marque existante et qui a besoin de se créer une identité qui soit facilement reconnaissable, qui puisse s'afficher autour de vous. Tu procéderais, quelles seraient les enjeux stratégiques que tu mettrais en place pour commencer à donner corps à une marque? Déjà, pas prendre le public à contre-pied. C'est-à-dire déjà savoir ce que la marque veut dire auprès du public, ce qu'elle transpire, les valeurs qu'elle transpire, les aspirations. Et ensuite, créer une stratégie. Moi, je pense qu'il faut toujours partir des réseaux sociaux. Toujours. Et après, petit à petit, s'étendre, pourquoi pas des petites applications. Et ne jamais délaisser le local. C'est-à-dire déjà marcher localement. Se faire une identité à l'échelle locale, soit avec des événements dans le réel, en s'associant à des projets bien spécifiques, à la culture en général. Par exemple, à Amiens, qui est une ville étudiante, s'associer aux étudiants, ce genre de choses. Avec, par exemple, si là, il y a une société qui veut faire parler d'elle, je pense qu'il serait bien de s'associer avec Amiens for Youth, où il va y avoir pas mal de choses autour des jeunes, par exemple. Donc déjà, ne pas prendre de son public déjà de base à contre-pied, et faire en fonction aussi de lui. Ou si on a une volonté de base, comme par exemple Red Bull, qui a attendu d'avoir un public et de l'argent avant de financer une campagne médiatique exemplaire, ensuite mettre ce qu'on voulait faire transparaître à travers son objet. Mais déjà, le public, toujours le public. Jamais le prendre à contre-pied. Vous aviez une question ? Dans le tourisme, ouais. Du coup, alors c'est à Nantes, il y a eu une magnifique expérience transmédiatique qui s'est faite sur une semaine qui s'appelle Les Contes de l'Estuaire. Et donc à travers Nantes, il y a eu des différents événements, des pièces de théâtre dans la ville, des courts-métrages qui racontaient les mythes de Nantes, l'histoire de Nantes. Et ensuite, il y a eu une sorte de chasse au trésor, une sorte de quête à travers la ville. Et donc c'était tout ce qui était géolocalisation, QR code. Ensuite, il y avait un blog de discussion pour les gens qui trouvaient des indices mais qui n'arrivaient pas forcément à les déchiffrer. Donc ça forçait les gens à communiquer entre eux, ça forçait à connaître la ville et surtout à aller la visiter en réel. Et ça a plutôt bien marché. Il y a eu à Lille, il y a la société de l'entertainment qui est Ankama, qui je sais plus, je crois que c'est Noël 2011 ou Noël 2012, ils ont investi Lille. Donc le centre de Lille était aux couleurs de jeu vidéo qui s'appelle Dofus. Et pareil, ils ont fait visiter la ville à travers des quêtes à l'image de Dofus. Pareil, les Lillois pouvaient se balader à travers et gagner des projets, gagner des cadeaux, gagner des avantages dans le jeu via le réel. Voilà, par exemple l'utilisation de rien. Donc, mais c'est surtout ça en fait, c'est surtout utiliser le smartphone. Pour le tourisme, c'est la clé, puisque les gens sont toujours rivés dessus. Tout le monde a un smartphone, tout le monde a un réseau social, au moins Facebook, ou maintenant tous ceux qui existent. Et d'utiliser ça pour les faire sortir, c'est-à-dire donner une envie et surtout d'essayer de créer un événement. Pareil, pour que ce soit vu par le plus nombreux, par le plus possible. Plus grand nombre, voilà. Autre question ? Bon. Du coup, merci à tous.